Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle du tabou de la santé mentale chez les jeunes étudiants et voir pourquoi c'est important d'en parler. On voit ça ensemble. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Aurélie Lecutier, qui est psychologue clinicienne dans la région de La Rochelle et qui va nous aider à comprendre pourquoi ce tabou existe et l'importance de prendre soin et de parler de sa santé mentale. Bonjour, Bonjour, comment vous allez? ça va, je vous remercie. Vous? Ça va comme un lundi, comme un lundi. Exactement. Du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ce tabou de la santé mentale, chez les jeunes, chez les étudiants et voir, essayer de décrypter pourquoi ça existe, et essayer de voir, de donner des pistes De que démystifier un petit peu. exactement, exactement, Mmh. tout à fait, parce que je pense que c'est de plus en plus, marqué dans l'actualité que les étudiants sont mal mentalement, qu'il y a de l'éco-anxiété, aussi bien de manière, on va dire globale, par l'économie, par l'écologie, par les enjeux qui sont entendus par les étudiants et même, par la vie actuelle et les instabilités qui leur sont propres, dans la société et je pense que c'est quand même assez important d'en parler parce que les étudiants, on va dire, mettent la santé mentale sur un second plan, alors que parfois, ça peut aider à débloquer des situations. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par quelques chiffres, quelques infos importantes et après on va essayer d'en discuter un petit peu ensemble. Le premier chiffre, c'est que 56 des moins de 25 ans sont en état de détresse psychologique en France et ça vient de l'AXA Prévention en 2024 qui a produit une étude. Je voulais savoir, voilà, est-ce que ça vous parle ce chiffre? Est-ce que vous arrivez à le ressentir de manière générale dans la société ou même, dans votre quotidien de psychologue ou est-ce que ce chiffre vous paraît aberrant? Pas du tout? Non, il paraît même en deçà de la réalité, je pense. OK. Ah oui, Mmh. vraiment à ce point-là. Oui, oui, oui. Il y a vraiment une détresse, en fait, une vraie détresse, psychique chez les étudiants, mais pas que chez les étudiants, hein. Je parle, tout milieu scolaire confondu. Il y a une véritable détresse avec, des difficultés, pour les parents lorsqu'ils sont mineurs de pouvoir s'orienter vers des structures ou des instituts ou des centres plus spécifiques et après pour les étudiants, bah, c'est vraiment, chercher, la ressource pour pouvoir s'appuyer, dessus. C'est encore très tabou tout ça. On n'en parle pas. Mmh. 2e chiffre, alors c'est Santé publique France qui l'a montré, qui l'a illustré, 9,5 des jeunes de 17 ans présenteraient des troubles ou des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022, alors que c'était 4,5 en 2017. Donc on a pris, à peu près 5 points en 5 ans. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait véritablement une augmentation de ces troubles-là ou le fait qu'on en parle plus et qu'avant ils étaient invisibles? Bah, ils étaient pas nommés de la même manière en tous les cas. Mmh. Donc il y a surtout ça, en fait. La nomenclature a beaucoup changé. Très certainement qu'ils étaient plus invisibles parce qu'on parlait pas non plus, on parlait de mauvaise éducation plutôt que de souffrance psychique. Il y avait moins de regard sur ce qui se passait dans la vie, de jeunes de 17 ans, par exemple. Maintenant, il y a pas du tout la même conjoncture aussi, sur les choix scolaires à 17 ans, à cette époque, enfin, voilà, il y avait une ligne directe. Là, maintenant, on les oppresse à, choisir, déjà quelque chose, avec au bout, une détermination professionnelle bien marquée. Il y a plus beaucoup de choix, en fait. Ils ont plus la possibilité de se tromper ou de s'égarer ou même de faire des expériences. Je pense qu'il y a de ça. Oui, il faut qu'ils aient des idées claires tout de suite maintenant et ils ont plus le temps, d'avoir le choix. Ben non, on les emmène vers la vie adulte et la vie professionnelle très, très rapidement, mais alors qu'ils n'ont que 17 ans. 17 ans, c'est, une période de vie où on a envie de faire autre chose, de vivre autre chose. Exactement. Alors 3e chiffre et celui-là vraiment il m'a bien bouleversé. C'est Amélie, qui en parle. La prévalence du risque de dépression chez les jeunes, il est passé de 5,2 en 2018 à 6,9 en 2022. Donc est-ce que c'est peut-être dû au contexte, on va dire dans lequel se sont fait les études, au contexte global? Ou est-ce que c'est vraiment les étudiants qui n'en font qu'à leur tête? Alors non, je dirais pas que les étudiants n'en font qu'à leur tête, c'est pas tout à fait ça. Faut regarder quand même aussi sur le point de vue sociétal,
ils sont vraiment pressurisés, hein, de toute Mmh, façon, pour savoir là, vers quoi ils doivent tendre. C'est assez impressionnant. On les fait grandir très, très vite, mmh, peut-être trop vite. peut-être Mmh. trop vite, ouais. 4e et avant-dernier chiffre, 24, c'est le pourcentage des lycéens qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois en 2022 d'après Santé publique France. Quasiment un quart des jeunes lycéens. Je pense que c'est tout simplement énorme. Je me dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a, à peu près, 7-8 qui ont déjà eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année. Je trouve ça, effrayant et effrayant, est-ce que vous on a peut-être des idées des causes de alors les conséquences, on les imagine très bien, mais les causes? Il faut mesurer, en fait, ce que c'est que l'idée suicidaire. Voilà. Il y a aussi une popularisation du terme psy, des termes psychologiques qui est la psychopathologie. Des pensées suicidaires, beaucoup d'adolescents peuvent en avoir. Je pense que plus de la moitié des adolescents dans une classe de 30, par exemple, ils vont dire qu'ils en ont marre, qu'ils veulent mourir. Donc est-ce que c'est ce qu'on entend là? Est-ce que c'est une idée suicidaire ou c'est beaucoup plus profond? Lorsqu'ils ont véritablement envie d'en terminer, ils en parlent pas, pour le coup. Mmh, Il est là, en fait. C'est la détection des vrais troubles psychiques qui manquent. mmh. Là, c'est une écoute. Alors c'est très bien, il y a une écoute effectivement de la part des professeurs, mais ils sont pas spécialisés dans le domaine et ils ont vite tendance à boucler le truc de, ça y est, il veut mourir et il a des idées suicidaires. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dernier chiffre, et celui-là, il est quand même assez parlant, 35 des 18-24 ans estiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale d'après Santé publique France toujours. Plus d'un tiers des gens n Très certainement. c'est et c'est dingue et je pense qu'avant j'en faisais partie, de pas prendre assez soin de mon mental, et ça se ressent assez vite sur les études, sur, comment on se comporte avec les gens et selon vous, à quoi c'est dû? Pourquoi les gens mettent en retrait, cet aspect mental qui est assez quand même dominant dans leur Mais il y a déjà le manque de connaissances. C'est, vers qui on peut tendre? Vers où on peut aller? Est-ce qu'on va voir son médecin de famille? Est-ce qu'on en parle à des amis? Est-ce qu'il y a une structure qui peut nous accueillir, des CMPP par exemple? Il faut savoir que dans certaines structures, quand on est mineur, il faut absolument l'aval des parents. Il existe quand même la maison des adolescents, qui est ouverte à partir de 12 ans, où là c'est gratuit aussi. Il faut voir ça aussi, hein. Il y a aussi la question de la finance tout simplement, où c'est gratuit et c'est sans qu'il y ait d'autorisation parentale. mmh, À partir d'un certain âge, à partir de 16 ans, de toute façon, les jeunes, ont une carte vitale, donc ils peuvent aller, dans une maison pour adolescents et avoir un suivi. Un accompagnement, pas forcément un suivi, mais un accompagnement. Ça peut être très ponctuel, ça peut être un rendez-vous, 2, 3, 4. Enfin ça, c'est aussi à voir avec la personne qui est en face de soi, de l'ado. mmh. Bah, transition parfaite avec un petit disclaimer, si, les auditeurs ont besoin ou ressentent le besoin d'avoir une aide, d'être accompagnés ou connaissent des gens qui ont besoin d'être, orientés vers, un professionnel de la santé, qui est qualifié. Il y a plusieurs pistes. Premièrement, il y a Mon Soutien Psy qui accorde 12 séances d'accompagnement psychologique par an qui sont totalement prises en charge par l'assurance maladie, donc il ne faut pas hésiter à en faire part. Il y a aussi des lignes d'écoute, des services en ligne comme le 31 14 qui est le numéro national de prévention contre le suicide qui est gratuit, accessible 24 heures sur 24. Fil Santé Jeune, la Nightline, le CNAE qui est donc le Coordination nationale d'accompagnement aux étudiants et aux étudiantes, qui est un service d'écoute et d'accompagnement et de signalement pour les étudiants, qui est accessible aussi via un numéro vert et d'autres dispositifs comme notamment la maison des adolescents, Mon bilan prévention qui est accessible aux 18-25 ans et qui permet de faire un point sur le bien-être mental et d'être éventuellement réorienté vers un professionnel de santé si nécessaire et donc il faut pas hésiter. Il y a des moyens, je pense, enfin qui existent, véritablement qui existent, mais je pense qu'on n'en parle pas assez ou même qu'il y a une sorte de frayeur, d'appréhension que les jeunes ont en se disant: «Je vais être jugé, on va me prendre pour ci» ou d'avoir une étiquette sur le front en se disant, De fou. Mmh. mmh et On en est encore là. ouais, je pense que c'est toujours marqué, même si on le dit pas, je pense que ça s'est marqué ou intériorisé. Ça s'est même cristallisé de toute façon, hein. Mmh, Il y a vraiment ça, c'est aller voir un psy, alors que ce soit psychiatre, psychothérapeute ou psychologue, les gens sont estampillés fou, folie, voilà.
alors que c'est pas du tout ça. Un soutien psychologique, c'est vraiment pour parer à une situation que le patient n'arrive pas à gérer, voilà, qu'il y a un débordement émotionnel et il y a un moment, le thérapeute va être là pour mettre, pas des barrières, mais au moins des balises pour savoir vers quoi il faut tendre, tout simplement. Et aussi, rien que pour avoir de l'écoute ou un problème, quelqu'un qui a du recul et qui permet d'avoir un œil extérieur sur la situation et de relativiser sur sa situation, c'est toujours important. On va dire que l'un des nombreux avantages d'être suivi par un thérapeute, c'est qu'on ne sera jamais jugé sur, nos Exact. faits, qui on est. On vient essentiellement pour aider la personne à mieux vivre, et avec, comment dire? Avec qui elle est ou est-ce qu'elle ressent et adapter, on va dire, son comportement en fonction des situations ou des obstacles auxquels elle peut faire face. Mmh. Très bien, très bien. Ben, merci déjà pour votre ressenti sur ces infos, sur ces chiffres. On va passer à l'interview, au cœur de l'interview avec les questions. On va passer à la première partie donc sur votre parcours et sur les missions d'un thérapeute. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous détailler votre parcours? Alors brièvement, donc je suis Aurélie Lecutier, je suis psychologue clinicienne et psychopathologue depuis un certain nombre d'années. Que j'ai depuis quelques années, donc j'ai suivi un cursus, alors on appelait ça un DESS et maintenant c'est un master 2. Très vite, je suis rentrée, dans la vie active et j'ai travaillé auprès de jeunes et spécifiquement auprès d'adolescents. Voilà, c'est une tranche d'âge qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a tellement de remaniements, il y a tellement de bouleversements qu'il faut essayer de comprendre en tous les cas et aider à les comprendre et accompagner aussi les parents. Donc actuellement, je suis salariée dans plusieurs associations qui touchent, des enfants, donc dans un CMPP notamment, donc là, c'est plus, on va dire en termes de prévention, mais on ne fait pas que de la prévention, on fait vraiment de la psychothérapie. Donc CMPP, c'est ou ouais, c'est un centre médico-psychopédagogique. D'accord. Donc là, il est nécessaire qu'il y ait une inscription, donc effectivement, il faut qu'il y ait, une demande des parents d'accord. et ça va jusqu'à 20-21 ans, à partir de 3-4 ans. OK. Ah oui, Oui. une grosse tranche de vie. Une grosse tranche de vie, oui, 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 oui. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est plus délicat, hein, lorsque les jeunes sont majeurs, enfin ou même à une certaine période, ils ont besoin que la réponse soit plus immédiate. Dans les instituts, il y a ça aussi qui freine, c'est qu'il y a une liste d'attente et qui peut être très, très longue, en moyenne 18 mois. Et je suis aussi salariée dans d'autres associations, donc je travaille dans un IMPRO, c'est un institut médico-professionnel, donc là où on accueille des jeunes de 14 à 21 ans qui ont une notification MDPH, c'est-à-dire de la maison départementale du handicap. D'accord. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est très varié, enfin, comme, je veux dire, Oui, d'accord. oui, tout à fait. Mmh. Majoritairement des jeunes, mais de toute situation, de tout profil, Oui, différent oui, oui. et varié. Et puis j'ai aussi un foyer de vie, c'est-à-dire, un foyer occupationnel. C'est à partir d'un certain âge, les gens, qui ne peuvent pas et qui ont un handicap, très sévère ne peuvent pas travailler, donc ni être en ESAT. C'est un établissement pour les travailleurs handicapés. Ils vont dans un foyer de vie. Donc j'accompagne aussi, des gens dans ce domaine-là. Et là, ça va jusqu'à 60 ans. Ah oui, ça me parle, j'ai déjà vu un reportage là-dessus où ils essayaient d'insérer, des jeunes qui n'arrivaient pas, du tout à se réinsérer, enfin, à s'insérer dans le domaine professionnel et qui avaient, des problèmes, psychologiques, ou même, d'ordre mental et il y avait ce genre de foyer de vie, qui était mis en place pour, en tout cas, et leur aider à retrouver une certaine autonomie. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Les accompagner effectivement. Mmh Et mh. pourquoi vous êtes orienté vers la psychologie au cours de vos études? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une Absolument pas, c'est la psychologie qui est venue à moi. Lorsque j'ai voulu m'inscrire à la fac, il y a un certain nombre d'années, je voulais être dans les lettres modernes pour être enseignante d'accord, et quand je me suis inscrite à la fac, je me suis retrouvée en psycho, sur Nantes et j'ai poursuivi mon cursus. Voilà, tout simplement. c'est, par voie de conséquence, par, les hasards de la vie. Ouais, je pense que c'était une vocation donc c'est comme ça s'est inscrit comme ça s'est présenté et après ça a filé.
Non, c'est bien, tant que vous vous y plaisez et que vous continuez là-dedans. Oui, c'est passionnant, c'est une vraie aventure tous les jours. Et est-ce que pouvez nous rappeler les missions principales, on va dire, d'un psychologue clinicien, on va rester cantonné là-dessus, ou d'un thérapeute de manière générale? Alors, ce qui est important, et ça vous l'avez souligné, c'est de pouvoir accueillir les patients tels qu'ils sont, sans jugement. C'est leur apporter une écoute, des conseils, une guidance, parfois aussi des diagnostics, parce que et pour certains, c'est nécessaire. Ça vient aussi poser les choses. Être dans le flou, ça peut être très compliqué, mais être diagnostiqué, ça peut aussi être très compliqué. Donc, chaque situation est différente, chaque rencontre est différente. Donc, voilà. Mmh. Dans les grandes lignes, c'est ça. Il faut savoir quand même qu'un psychologue ne délivre pas de médicaments. Ouais, c'est un psychiatre du coup? C'est un psychiatre, oui, qui fait partie de l'ordre des médecins et nous, nous ne sommes pas, on n'a pas d'ordre en fait. On n'est pas affilié à un ordre. C'est pour ça que les séances ne sont pas remboursées. Est-ce qu'il y a une coordination entre psychiatre et psychologue? Ça dépend. D'accord, Non, si c'est en libéral, non. Par contre, si c'est dans une institution, oui. d'accord. Mmh. OK, très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie sur l'évolution de la santé mentale chez les jeunes. Et première question, comment avez-vous évolué la proportion de jeunes patients qui prennent des consultations ces dernières années et surtout depuis, la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui viennent consulter ou est-ce que la parole des jeunes se libère plus depuis le covid? Est-ce que vous Non, constatez une certaine évolution? C'est à peu près, la même tendance qui c'est la même tendance, c'est la même tendance. Alors pour les jeunes, quelle tranche d'âge? on va dire entre 18 et 25 ans. Même 18 et 18 et 27 ans, 25 ans? on va dire, pour être assez. T Oui, c'est plutôt jeune, non? Qu'est-ce OK, bon, bah, j'ai pris un coup, ça marche. Non, mais ça va vers les 30 ans donc hem, il y a pas une recrudescence. J'ai envie de dire, il y a pas une recrudescence parce que ils se à cette période-là, c'est l'aube de l'entrée dans la vie active. Mmh. Voilà, donc il y a des préoccupations qui sont autres. Préoccupations qui sont présentes vont être, je stresse parce que je trouve pas de travail, je stresse parce que, ça va pas avec ma petite amie, ça va pas avec, mon orientation, ça enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Je trouve pas de logement, enfin, donc tout est mis sur ce compte de la vie quotidienne, en fait, de ce qui se passe dans la société et pas forcément sur un mal-être plus profond. Il y a, un manque d'investigation, en fait. Sur, ce que je ressens. Est-ce que c'est légitime de ressentir, telle ou telle chose, telle ou telle émotion par rapport à tel ou tel événement? Est-ce que, ça déborde pas trop par rapport à tel ou tel événement? Est-ce que je suis pas trop anxieuse ou anxieux par rapport à, au travail? Voilà. Est-ce que je vais trouver, je parle aussi en connaissance de cause, hein. J'ai une fille qui a 22 ans. Donc, qui entre là, sur le marché du travail avec, toute sa particularité. C'est une jeune fille anxieuse, donc, c'est: «Est-ce que je vais trouver? Est-ce que ça va satisfaire? Est-ce que j'ai fait le bon choix dans mon orientation?» Donc il y a tout ça aussi et parfois juste prendre le temps de poser ça et d'en discuter avec un professionnel qui effectivement est neutre, bienveillant et sans jugement et ben, ça permet aux jeunes de pouvoir se recaler, tout simplement. Mais il y en a pas beaucoup qui le font. Oui, je pense qu'on est plus dans cette génération où on met un petit peu tout sous le tapis et au bout d'un moment, bah, la bosse, elle commence à se voir. Donc la et au bout d'un moment, il y a plus de poussière que de tapis C'est ça, donc il fallait y voir parce qu'on bute dedans à chaque fois donc et après ça permet un peu d'ouvrir les vannes, je pense, oui. Mmh et mh. de se libérer d'un poids parce que je pense que l'accumulation, au bout d'un moment, bah, je pense que ça va entraîner une sorte de blocage. Bah, c'est là où il y a des burn-out, hein et puis il peut y avoir aussi des dépressions, et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond avec une médication qui devient quasi obligatoire. Mmh. Les troubles chez les jeunes que vous voyez le plus souvent ou que vous arrivez à, on va dire, identifier, c'est plus de l'anxiété, du stress, on va dire des troubles dépressifs, est-ce qu'il y a un certain pattern, un modèle qui revient ou pas du tout? C'est très aléatoire, enfin il y a pas de Il y a de tout? pathologie oui, ouais, ouais, il y a vraiment de tout. Ça peut aller à la phobie. Mmh. Aussi, il y a la phobie, sociale, hein, il y a l'agoraphobie qui entre en compte. Il y a,
Il y a aussi la question de l'identité. Qui suis-je? Donc il y a beaucoup de f de faux self, j'ai envie de dire, de quelque chose qui est un peu semblant. On va essayer de s'adapter à la société qui nous est demandée et puis, on fonce et là, ben, on déprime et après ça peut être une dépression effectivement. Dépression, c'est très, très profond en fait. Il faut faire le distinguo entre déprime et dépression. C'est pas du tout la même modalité. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que la dépression, c'est plus avoir d'énergie pour rien du tout, c'est, C'est vraiment ça. se laisser dépérir, C'est ça, exactement, oui. On n'a plus envie, on a envie de rien. mmh On n'a plus envie de rien. Même rire, ça fait plus envie, en fait. Un café chaud qui peut être agréable à un moment, mais même là, c'est pas c'est plus positif. Mmh. et donc Et puis il y a des moments où ça va. Voilà. Il y a une espèce de cyclothymie comme ça aussi dans la dépression auquel il faut faire attention. Mais c'est pas parce que on est dans une phase où on va mieux, alors qu'on a une vraie dépression, que la dépression est arrêtée. mmh et Il donc faut reconnaître ça. vous avez pu voir des jeunes, voilà, qui étaient, atteints d'anxiété, de phobie. Alors je rappelle pour, ceux qui ne le savent pas, mais une phobie, c'est une peur incontrôlable et incontrôlée. Inexplicable, Voilà oui. et c'est assez dur, de passer outre. Enfin, faut beaucoup de chemin. Donc les gens disent: «Ah, il a la peur des gens, c'est trop facile». Bah, parce que si vous avez une phobie, c'est que vous n'avez pas de phobie c'est il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui disent: «Oui, les enfin la peur, je n'importe quoi, des gens qui sont phobiques du bruit. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le bruit, et ils disent: «Bah, c'est juste du bruit». Oui, mais mentalement, c'est pas le même mécanisme qui se passe. C'est ça, exactement. C'est qu'on n'arrive pas à déterminer la cause, en fait. C'est le bruit qui vient impacter le patient ou l'être et on se dit: «On a la trouille». Mais c'est pas une vraie peur parce que quand on a peur, on sait identifier, en fait. Mmh. On a peur des araignées, on voit l'araignée, on sait. Enfin voilà, c'est pas une vraie phobie. Mais la phobie, c'est incontrôlable. C'est comme l'angoisse. On ne sait pas ce qui génère ça. Mmh. Et la plupart du temps, on va dire ces angoisses, cette anxiété, c'est tourné vers la société, vers eux-mêmes. Enfin, est-ce qu'ils se questionnent sur eux-mêmes, sur qui je suis, qu'est-ce que je vais faire? Ou plus sur la société, comment elle va changer? Heu, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors, les gens qui viennent consulter, c'est plutôt: «Est-ce que je suis adaptée pour cette société?» OK, C'est plutôt ça. c'est plutôt ça. Le 1 ouais, le motif principal, c'est ça. Je ne me sens pas à ma place dans ce monde, je me sens pas à ma place dans cette société, j'ai l'impression d'être un étranger, j'ai l'impression d'être fou ou de pas être en accord avec ce que l'on demande. Est-ce que c'est réel? Est-ce que véritablement, je ne suis pas bien? Je suis fou Mmh. et donc c'est là où il faut démystifier aussi un petit peu, calmer, tranquilliser, sécuriser et en disant que chacun a sa place, quoi. Mmh. Mmh. Ah bah, transition parfaite avec le fait, j'ai regardé une vidéo, il y a pas si longtemps sur les dangers de l'autodiagnostic faite par un psychologue, clinicien et beaucoup de jeunes qui, pensent, on va dire, avoir des questions, donc qui sont totalement légitimes, cherchent des réponses rapides, très concises, très, on va dire, très, convergentes avec ce qu'ils pensent avoir et donc par biais de confirmation, ils disent: «Bah, j'ai ça vu que j'ai tous les signes», mais occultent tout un autre spectre, de champ des possibles Mmh. et c'est assez dangereux parce que, bah, ils peuvent passer à côté de ce qui du véritable problème. Et i j'avais vu cette vidéo, elle m'avait énormément, plu parce que, voilà, on voyait que les étudiants, enfin, en tout cas que les jeunes avaient pour d réflexe, quasi, inné, d'aller, regarder directement sur Instagram, et TikTok, si d'autres gens avaient le même, on va dire le même pattern, le même modèle, le même profil, en se disant: «Bah, je me colle une étiquette». Alors que c'est pas forcément le cas. C'est peut-être le cas, mais il faut quand même, demander à un professionnel de santé. Il faut un diagnostic, différentiel, un diagnostic différentiel Exactement. Mmh, 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 mmh. et Ah, ouais. Je rebondis, c'est jamais le cas, en fait. C'est jamais le cas. On peut regarder, on peut se subodorer qu'il y ait quelque chose et on va aller se chercher et en fait, effectivement, on va retrouver des similitudes. Mais jamais, même s'il y a le nom, le terme générique qui est similaire, jamais la pathologie n'est la même parce que chaque personne est mmh, unique et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est chaque personne est
Mmh. unique, avec sa propre histoire, sa façon de vivre les choses, ses propres filtres, ses propres souvenirs et ses propres constructions. Donc, non, on ne peut pas dire, «Ah ben, j'ai le même symptôme que lui» ou «Je me retrouve un peu, je suis comme lui». Non, non, ça c'est faux. Ouais. En fait, le profil psychologique, c'est pas on va dire, c'est pas un spectre discret, mais un spectre continu. Comme il y a une infinité de profils, Exactement, c'est ça. d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Quand vous allez chez le médecin, vous avez une grippe, vous avez les symptômes de la grippe, il va vous donner un médicament pour la grippe. Mais quand vous venez chez un psy, vous avez une dépression ou vous vous sentez mal par rapport à une situation, vous avez pas la même histoire en fait que, celui qui est juste avant ou celui qui est juste après, parce que vous avez pas la même façon d'appréhender les choses. Vous avez pas les mêmes mots, vous avez pas les mêmes façons, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont complètement différents et pour autant on n'aide pas non plus de la même manière pour le coup. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, on ne ressent pas forcément les choses de la même manière, on ne vit pas de la même manière. Donc, je pense qu'on est même, de par notre éducation, notre environnement, de là où on est né, de comment on a abordé certaines choses dans la vie, des obstacles, chacun est différent, comme vous l'avez dit, chacun est unique et donc la manière d'aborder les choses est unique. Oui et c'est en ça aussi où c'est important de trouver son thérapeute. Ouais. Ah, c'est une question, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais D'accord. tout à fait bonne question, bonne question. Hem, Ça, c'est une question sur laquelle de nombreux jeunes se posent. Est-ce qu'il faut attendre un événement grave ou sérieux pour commencer à consulter ou commencer une thérapie? Est-ce qu'il faut attendre un débordement, pas des débordements ou si on ressent un petit mou dans sa vie, se dire: «Bah, je vais en discuter avec quelqu'un», il y avait des gens qui attendent un deuil, qui attendent Bah, j'espère qu'ils attendent pas, d'accord. C'est triste de se dire: «Waouh, il faut un événement catastrophique pour aller consulter». Non, je crois qu'il faut respecter en fait le cheminement de chacun. d'accord. C'est vraiment quand on se sent prêt. Il y a certaines personnes qui vont endurer et supporter énormément d'épreuves dans la vie, qui ne vont jamais voir ou qui vont finir par y aller et puis d'autres, ça va être un événement, plus bénin peut-être, mais qui va être très important pour eux. Donc je crois qu'il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter et accepter qu'à un moment on n'est pas prêt. Mmh. Et surtout aussi accepter d'être aidé. Oui, mais à partir du moment où on est prêt à être aidé, c'est bon, en fait. Ça me C'est, oui. Mmh. Le plus dur, c'est de prendre le téléphone. de prendre son petit rendez-vous, Exactement, c'est la 1re étape, c'est la chute libre, c'est ça. C'est comme quand on veut faire un saut en parachute, c'est juste fouf, c'est ce qui est plus difficile. Mais alors après, beh, voilà, on est en apesanteur et on se sent mieux, on se sent bien. Mmh, mmh mh. et autre question, est-ce que vous avez déjà remarqué des différences générationnelles dans la manière d'aborder la thérapie? On va dire, est-ce que les plus vieux, les boomers, est-ce que abordent, d'une manière différente, la thérapie que les plus jeunes? Est-ce que même le thérapeute, a des procédés différents en fonction de la génération qu'il est en face de lui? Bah, on n'utilise pas le même langage, ça c'est sûr, on s'adapte à chaque fois en fonction du patient, hein. Je ne vais pas parler, de la même manière à quelqu'un qui a 50 ans que quelqu'un qui a 25 ou même 5-6 ans. Enfin, c'est naturel. Après mon fil, moi, en tant que professionnel, il va être le même. J'ai toujours mes ramifications, j'ai mes analyses que je fais en amont, hein. Je fais pas ça non plus devant le patient. Je le fais après coup et ça reste toujours le même cheminement. Mais ma façon de m'exprimer, ma façon d'aller chercher les choses chez l'autre ne va pas être la même. Un adulte de 50 ans va être beaucoup plus résistant que alors résistant dans le sens où il va y avoir de la rétention d'informations. Mmh, c'est dans ce sens-là. Des voiles aussi, on appelle ça des voiles, nous, c'est-à-dire, des choses qui sont occultées dans la pensée ou dans l'histoire. Donc ça va être beaucoup plus fort chez une personne de 45-50 ans, enfin voilà, ton plus âgée quoi et que des plus jeunes. Mais là aussi, c'est en fonction du patient et de sa volonté d'y aller, en fait. Ça, c'est quelque chose auquel je m'attache beaucoup, c'est le respect. C'est respecter la vitesse dans laquelle le patient a envie d'aller dans sa démarche thérapeutique. Mmh mh. Et est-ce qu'il y a une génération qui a plus de facilité à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit ou bon, forcément les enfants, ça va être compliqué d'être très jeune, mais il y a pas de différence? Non, non, il y a pas de différence. Non, non.
D'accord. Non, il y a pas de différence, non. C'est juste, c'est ça, c'est la notion de résistance, c'est-à-dire que quelqu'un de plus jeune va plus facilement venir valider les choses en disant: «Bah oui, effectivement, là je ressens telle ou telle chose, effectivement ça c'est à mettre en lien ou en lumière», et quelqu'un d'un peu plus âgé qui a plus de, d'armure en fait, qui a plus de protection, et ben, ça va être moins facile, donc il faut y aller avec plus de douceur. Mmh. Ah oui, c'est vrai, je Mmh. comprends. J'avais une question, enfin, pour rebondir sur vos analyses, vous disiez que vous faisiez pas vos analyses, devant le patient, mais comment ça s'opère en pratique, une analyse? Vous regardez ce qu'il vous a dit, vous essayez de reconnecter à des thèmes, à des on va dire, des symptômes, qui sont connus, ou comment ça se passe en pratique? Ou à part si c'est le secret, médical? Non, c'est pas un secret médical du tout, du tout, du tout. Alors vous savez, mais c'est difficile d'expliquer ça en quelques minutes alors que, on prend plus de 5, 6 ans à apprendre tout ça, toutes les ramifications de la psyché. Oui, pour être psychologue. Alors moi, j'ai fait une année de plus parce que j'ai un double, une double de diplôme, on va dire. Je suis clinicienne psychopathologue, mais j'avais aussi fait du cognitif. D'accord. Voilà, en maîtrise, donc c'est bac+4, c'est master 1 maintenant, c'est ça? J'ai 2 diplômes de master 1. Je m'ennuyais, Je m'ennuyais là, j'avais besoin de faire une année de plus, c'est ça. Non, 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 non. Hem, disons qu'il y a des signes, il y a des choses qui se répètent. Il y a, des petits mouvements, qui que le patient ne voit pas et que nous, on met en lumière, en fait. C'est surtout ça. Des façons d'être, des façons de se comporter, des mots qui sont utilisés aussi, décraqués, on appelle ça décraquer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle, puis tout d'un coup, paf, ça, ça sort. Alors, ça peut être un lapsus aussi, mais on peut aussi appeler ça décraqué verbal. Il y a, des comportements, la façon d'appréhender les choses. Je sais pas, il y a un patient qui va me raconter une situation et tout d'un coup, ça va lui faire penser à telle ou telle chose, et moi, je vais mettre en lumière, en fait, avec ce qui a pu être dit il y a, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, ça dépend en fait. Je suis la mémoire du patient. d'accord, ah oui. Et est-ce que vous arrivez à reconnecter, pas connecter non, mais peut-être, pas 2 profils, mais 2 événements qui sont arrivés à 2 patients différents, je dis n'importe quoi, ou 2 comment dire? 2 comportements. Est-ce que, par exemple, voilà, ce patient-là me fait penser à cet autre patient-là, et donc Oui. essayer, la même thérapie, ou en tout cas des axes, un axe en particulier, ou apporter une piste Non, en plus? Non? non, non, jamais, OK. jamais, 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 jamais. Effectivement, j'ai des patients qui peuvent se ressembler. Enfin, il y a des choses qui me font penser à un autre, je vais peut-être amener des choses que le patient m'a dit pour voir un petit peu si le second, va réagir de la même manière, comme ils se ressemblent un petit peu sur leur façon de vivre les choses, et parfois ça prend pas du tout, du tout, mais pas du tout. D'accord. Mais j'utilise pas la même technique, la même méthode, si tant est que ce soit une technique ou une méthode. Il y a pas, en psychothérapie, il faut savoir que c'est libre, en fait. C'est la libre association. Il y a pas de règle, quand je reçois, moi, les patients, il y a pas de règle, si ce n'est celle du respect et du secret. Voilà, tout ce qui se dit entre le patient et moi reste entre le patient et moi. Moi, je n'en parle jamais. Le patient peut en parler s'il le souhaite parce que ça lui appartient, mais moi, je n'en parle jamais. Et le respect, c'est, on se respecte, et l'un et l'autre. On a le droit d'utiliser ce que l'on veut comme mot, hein, il y a pas de souci, chacun vient avec son propre langage. Pour autant, je tiens à être respectée et je respecte le patient. Mmh. Très bien. Mmh. Après, on parle de ce que l'on veut. On peut parler de la pluie, du beau temps, on peut même ne pas parler. Il y a des patients qui viennent pour une séance et qui ne disent strictement rien. Et vous regardez dans le blanc des yeux, Ah ben, je patiente, je suis là, ça simplement, j'ai rien que ça, des fois, ça peut aider. OK, Mmh mh. Mmh mh. d'accord. Enfin, vous instaurez une sorte de climat, d'atmosphère. Oui. OK. Dernière question de cette partie, quels sont les signes avant-coureurs, on va dire, d'un mal-être, psychologique ou bien mental, que l'on ignore souvent? Par exemple, de la fatigue répétée, des maux de tête, le fait de ne pas vouloir sortir. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs?
sur lequel on me dit: «Ah bah, peut-être que là, ce serait bien que je commence à peut-être en parler ou à réfléchir prochainement à consulter ou peut-être à poser des mots ou à me questionner, à me dire: "Ah, est-ce que je me sens bien depuis quand?" À faire peut-être une rétrospective». Mmh. Mmh. Je pense que chacun doit pouvoir remarquer lorsqu'il y a un changement dans son attitude. Je Mmh. crois que c'est là, en fait. C'est quand il y a un changement, par rapport à une situation qui se répète et on n'agit pas de la même manière. Qu'est-ce qui a fait que là, il y a un changement? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce changement soudain là, ça me met à mal, en fait? Il y a ça aussi, parce qu'on peut changer, hein, sans que ce soit non plus, inquiétant. Mais c'est, si on est débordé par tous les telle ou telle chose, si on n'en peut plus du quotidien, ça nous fatigue, on éprouve une grande forme d'épuisement. Je crois qu'il faut faire le distinguo aussi entre la fatigue et l'épuisement et où on n'arrive plus à répondre, on n'arrive plus à réfléchir. Il y a des choses comme ça, enfin, bon, il pourrait y en avoir plein, hein, les troubles du sommeil notamment, les troubles alimentaires aussi. Mmh. Ouais. Après, on peut ne pas avoir envie de manger, on peut aussi avoir une nuit perturbée, mais c'est pas faut qu'il y ait une répétition quand même. Ça me fait penser à enfin, ça me refait penser à mon expérience de prépa. Dernièrement, j'ai regardé un film qui s'appelle La Voie royale, où on suit une jeune fille qui arrive en prépa. C'est un film, c'est pas un documentaire et la première année de prépa, elle est très compliquée parce que, bah, on a 18 ans, on sort du lycée, on arrive en prépa où c'est très compliqué, on a beaucoup de pression, les concours, il y a de la mixité sociale, une fracture sociale qui peut s'accomplir, enfin, s'effectue entre des étudiants, qui viennent de tous milieux, hein, des milieux modestes comme des milieux très, on va dire très bourgeois, on va dire ça comme ça ce film m'a un peu bouleversé et genre, j'avais un peu revécu, je revoyais un petit peu, je revivais on va dire par projection cette 1re année de prépa et surtout la deuxième. Voilà, la 2e qui a été très compliquée pour moi et la troisième aussi est très dure mentalement et en fait, quand on est dans les études, on se dit: «Bah, on est mal mentalement à cause des études», alors que ça devrait pas être le cas. Et je pense que, je me disais, «Est-ce que ce serait pas important que en pré» je dis en prépa parce que c'est ce que je connais, le mieux, mais d'instaurer, bah, des séances de psychologue ou des séances avec un intervenant pour aider les jeunes, à, se décompresser avant les concours parce que c'est la pression, elle est énorme sur les jeunes qui ont, 19 ans, 20 ans. 21 ans, heu, elle est incommensurable parce que, bah, c'est des concours nationaux, c'est une pression qu'on nous met pendant 2 3 ans, qu'on accumule, des journées. Moi, je faisais des journées à je dormais 6 heures par jour pendant 2 ans, quasi tous les jours, et c'est pas tenable, pas de sport, rien du tout, donc je pense que je me disais, «Est-ce que ce serait pas mieux qu'on fasse ça?» mais pour le moment, l'éducation nationale a décidé autrement. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on va passer à la troisième partie sur la thérapie et la relation patient-thérapeute. Alors, première question, est-ce que c'est nécessairement important de trouver le bon praticien pour avoir une thérapie qui nous corresponde vraiment? Parce que Ah, je pense que c'est un aspect aussi important de la thérapie de trouver le bon c'est praticien. indispensable. C'est indispensable. C'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Ce serait quoi les critères? Ou en tout cas les signes qui montrent qu'on a trouvé la bonne personne, le bon thérapeute, la bon thérapeute? Bah, je crois qu'il faut se sentir à l'aise déjà. OK. Il faut sentir que le patient puisse, dire les choses. Je crois que ce qui est important en tous les cas pour moi, je ne sais pas si c'est pour tous mes collègues pareil, c'est le feeling. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe et ça se voit si le patient se sent bien ou pas bien, de toute façon. Et à partir du moment où moi je ressens que le patient ne se sent pas bien, je vais poser la question et en soulignant qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, que ce soit avec moi et c'est là, où, le parcours ressenti, vous savez avec, Amélie, là où il y a une liste, c'est là où il y a le danger, en fait. Parce qu'il y a effectivement des prescriptions qui vont être faites pour pouvoir avoir un remboursement, mais il y a pas de choix de thérapeute. Ah oui, c'est vrai. Alors que c'est indispensable, c'est nécessaire, mais c'est, on peut un accompagnement psychologique, une psychothérapie ne peut pas être valable et aidante s'il n'y a pas de quelque chose qui se construit. Une rencontre, moi j'appelle ça une rencontre entre le patient et le thérapeute. Mmh. Mmh. Donc bonne thérapie implique forcément bon thérapeute, enfin bonne relation. Bonne relation, c'est ça, oui.
Mmh Et mh, mmh. et ce serait quoi les aspects clés pour, en tout cas, développer une bonne relation avec son thérapeute? Oh, il y a pas de il faut se sentir à l'aise, je pense que c'est ça. Enfin, on le vit, c'est très intuitif, hein. Mmh mh. Ouais, c'est Mmh. très primaire, très reptilien. Mais exactement, oui, comme on a des rencontres, dans la vie lambda où on se sent bien avec telle ou telle personne et avec d'autres pas du tout, c'est, épidermique, on peut pas. Et ben, avec son thérapeute, c'est la même chose. Ouais. Par exemple, si on vient parler, de cartes Pokémon, de Dracofeu alors que la personne préfère Carapuce et les Pokémon eau, ah ça marche plus là. Et ben, c'est pas grave pour la personne. Elle doit dire que, voilà, elle prend en compte, c'est tout. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que, est-ce que le thérapeute va forcément prendre «mal» entre guillemets le fait qu'on change de thérapeute? Est-ce qu'il est Non, non. bah, j'espère que non, quand même non. Mmh. Parce que notre vocation, notre mission, c'est que le patient, acquiert un bien-être. Donc que ce soit avec moi ou que ce soit avec un de mes confrères, enfin, je vais pas dire ça m'est égal, je dis c'est dans l'intérêt du patient. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, hein, des jeunes gens où, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un notamment et c'était pas possible. Donc ben, il est allé voir un de mes collègues et il est allé voir un de mes collègues et ça fonctionne pour lui maintenant et tant mieux et tant mieux. Mmh et j'avais une question sur la fréquence, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes, qui se demandent: «Bah, est-ce que je dois aller le voir, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les 2 semaines, tous les 3 mois, tous les ans, quand je me sens pas bien?» Est-ce qu'il y a, on va dire, une, une fréquence particulière où on se dit: «Quand j'en ai le besoin, j'y vais»? Ou ça dépend de chaque profil encore? Ça dépend du choix. Ça dépend du choix de la volonté de travail. C'est-à-dire que si on a envie vraiment d'aller en profondeur dans sa problématique, si on avait vraiment envie de comprendre et donc d'aller très loin, pour le coup, dans ce qui nous perturbe, heu, une séance toutes les semaines, c'est bien. Voilà. À quinzaine, ça peut aller aussi, mais une séance par semaine, c'est bien. Mmh mh. Et après, si c'est juste un soutien, bah, ça peut être, 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines, tous les mois et c'est tout, c'est suffisant. Mmh Mmh. mh. Mmh mh. Et zut, j'avais une question, mais elle m'est sortie de la tête. Ah oui, est-ce que le thérapeute peut lui-même fixer une Fré période ou une fréquence? Oui. Mmh mh. Mmh. Donc en se disant: «Bon, on se revoit dans 15 jours ou dans 10 jours», C'est ça, c'est ça. parce qu'il a plus, on va dire, il arrive déjà à déceler, Oui. certaines choses et en se disant: «Là, ça va vraiment prendre du temps», Mmh, 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 mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. et Ou alors c'est le moment, donc il faut y aller. Mmh mh. mmh. Mmh. Comment, ça se passe habituellement la première séance? Ça, c'est une question que je viens de me poser, mais la première séance, avec un nouveau patient, qui arrive, il a un peu d'appréhension. Il se dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» Habituellement, en pratique, comment ça se Mmh. passe? Bien. Pas de problème, nos soucis, C'est une présentation, je pense que c'est une présentation et le patient vient alors ça dépend tout le cheminement qu'il a pu faire avant, hein. Il y en a certains, ils viennent parce qu'on leur a dit de venir, mais ils savent pas trop pourquoi. Donc moi, je vais les amener à parler un petit peu d'eux, de leur vie, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Enfin bon, et puis, ça peut durer une demi heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend vraiment. Enfin, i là aussi, je suis pas arrêtée par rapport au temps passé avec le patient et puis il y en a d'autres qui ça va dérouler, ça va dérouler, ça va dérouler, ça va dérouler et voilà. Donc surtout il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi au thérapeute. Voilà. ouais. Quel diplôme? Enfin, je crois qu'il faut aussi se rassurer, quel diplôme a le thérapeute ou quelle année il a eu si on veut aller plus loin, de quelle obédience, est-il? Je pense qu'il y a de ça aussi et il faut démystifier aussi parce qu'on parle beaucoup de psychanalyse, où le thérapeute ne parle pas, il fait toujours, mmh mh, mmh mh. Ah, ça, il faut désamorcer un petit peu ça aussi, on n'en est plus là, on n'en est plus là. Il y a encore, hein, effectivement, des récalcitrants ou des anciens qui peuvent fonctionner comme ça. Ça peut m'arriver moi aussi parce que, c'est aussi thérapeutique. Parfois, le patient va dire quelque chose et je vais faire: «Mmh mh». Mais c'est parce qu'il a besoin de réfléchir aussi à ce qu'il vient de dire. Donc je vais pas lui amener tout de suite
Le truc, c'est que c'est pas moi qui vais donner les clés, c'est le patient qui les a déjà. Je vais juste lui pointer que la clé est là. Mmh. Mmh. Autre question, sur la plupart du temps, les thérapeutes ont un cahier, quelque chose sur quoi noter. Qu'est-ce que vous écrivez? Ah ah! Ça c Non, c'est pas notre liste de courses, non, Je veux des jolis dessins, non je plus. m'entraîne, je fais des rébus, des pendus. C'est les mots-clés, en fait, c'est ça. Des C'est ce qui craqués, nous ça sert. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les craqués verbales, les lapsus, les idées, les phrases, les choses comme ça. Même si nous avons une bonne mémoire, il y a des moments où on n'en a pas beaucoup parce qu'on voit aussi un certain nombre de patients et puis il faut être, réglementaire et réglo, en fait, avec le patient aussi. Chaque mot qui est utilisé par le patient appartient au patient. Donc, on écrit, il y a des petites notes comme ça. C'est des notes personnelles mélangées à des choses que le patient dit. OK. Mmh. Et Et c'est parfois, moi, je le fais dans l'après-coup. Je le fais pas forcément devant le patient si c'est gênant, si je vois que ça peut entraver, en fait, la parole, je ne le fais pas. Je le fais dans l'après-coup. et c'est un cahier par patient ou c'est une feuille Oui. par un cahier par patient? Un cahier ou une feuille, enfin, ou un calepin, mais en tout cas un OK, dossier papier, oui, par patient. ça Mmh, marche. mmh. Eh bien, super, on va passer à la partie suivante sur la déconstruction des idées reçues et comment accompagner au mieux les étudiants. Alors, moi, j'avais la première question, c'était comment est-ce qu'on peut lutter contre ces clichés habituels? Moi, je suis pas fou, pourquoi j'irais voir un psychologue? Je règle mes problèmes tout seul. Les psys, c'est pour les faibles. Il y a beaucoup c'est ce genre de phrases qui reviennent, souvent, dans l'environnement, et même, voilà, de la part des proches, hein, que ce soit de la famille ou des amis qui disent: «Mais pourquoi tu irais voir un psy? Tu pas fou, ça c'est pour les gens, c'est pour les chochottes» ou je sais pas, comment on arrive à s'en détacher, ou, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens, qui disent ce genre de phrases? Toujours dans la bienveillance, pas d'insultes. Hein? Non, jamais. Oh bon, je dirais, bon, ben il y a quand même beaucoup de foot sur la terre, hein, enfin bon et on en rencontre beaucoup. Je dis: «Bon, mais celui-ci peut-être qu'il l'est alors», je crois qu'il faut, il faut surtout arrêter d'écouter les gens, même son entourage et s'écouter soi. À un moment, il faut prendre en compte sa propre, souffrance psychique, ses propres interrogations, parce que chacun va y donner, en fait, son conseil, chacun va y donner, sa petite touche et pour autant, bah, la personne ne s'écoute pas. Il est essentiel, même si c'est pour rien, il est essentiel de s'écouter, c'est-à-dire, bah, là, je peut-être que j'aurais besoin. Bah oui, ce sera une séance, c'est tout, tout simplement. Il y a pas d'obligation, hein, à ce qu'il y en ait plus, ça peut être qu'une seule. Mmh. Et donc, enfin, en parallèle, même dans le cas contraire, comment on fait pour aider quelqu'un, qui refuse d'être aidé ou quels mots ou quel discours on pourrait adopter pour l'inviter à aller voir en lui disant: «Ben, moi, je te conseille, enfin, je suis personne pour t'aider à te conseiller à résoudre tes problèmes, mais je te conseille d'aller voir cette personne». C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Si quelqu'un ne veut pas être aidé, il veut pas être aidé. Malheureusement, Il faut l'accepter. ce sont nos limites, oui. On ne peut aider que ceux qui veulent être aidés. Mmh. Et et est-ce que c'est pas aussi un fardeau, enfin, un des nombreux fardeaux que doivent aussi porter les psychologues, en plus de recevoir, on va dire, la toute la décharge émotionnelle pour la plupart des patients, le fait de ne pas pouvoir aider, tout le monde? Alors j'avais cette, croyance quand j'ai démarré ma profession parce que je pensais pouvoir aider tout le monde, jusqu'à ce que je rencontre en fait une situation assez déplorable, où un jeune homme avait décidé de retourner, enfin voilà, de continuer en fait à vivre sa vie et ça a mal tourné pour lui. Mais malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Mmh. Nous avons nos limites et je crois que c'est respecter aussi, c'est fou, hein, de dire ça, mais c'est aussi être dans le respect que de respecter, l'impossibilité de la personne qui vient. C'est ouais, c'est assez dur. Enfin, en tout cas, pour mon esprit qui est très analytique, Mais oui, ça c'est bien vivement. Mmh. le fait qu'il y a un mur, bah, on a envie de le contourner.
Ah bah, on peut, hein, on peut essayer, hein, mais on va taper la tête contre le mur parce que si la personne a des murs tout partout, c'est une tourelle, bah, ça marchera pas, hein. On peut essayer d'escalader, mais on va se casser encore la figure, hein. On peut que conseiller et dire: «Bah, voilà, on reste là, on est là». Mais Et est-ce que selon vous, il y a d'autres raisons pour lesquelles la prévention sur, la santé mentale est si discrète? En tout cas, même dans le milieu étudiant, on en parle, hein, il y a quand même des structures, des intervenants qui viennent, même des maisons de l'adolescent, mais c'est pas assez mis en avant? Pourquoi c'est si discret? On dirait qu'il y a encore ce tabou-là alors que ça s'est ouvert. ça fait partie de la vie intime. Mmh. Je crois qu'il y a de ça aussi. On n'expose pas trop, hein, sa vie intime, c'est naturel. Et ce qui est Et tout ce qui est de pensée aussi, voilà, mmh, c'est la pensée, on ne la met plus en avant. Maintenant, il y a quand même une forte exhibition du corps, et de ce que l'on est, de ce qu'on représente, il y a une hypersexualisation, ça maintenant, c'est de la folie, hein. Ah mais les jeunes gens, ils ont, des comportements hypersexualisés, enfin c'est très, très fort en fait. Il y a une recrudescence, mais le corps il est mis en avant, mais plus la pensée, voilà. Or, dans un accompagnement, pardon, dans une psychothérapie, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. C'est pas ce que l'on est de physique, en fait, c'est vraiment ce que l'on pense et là, c'est plus dur. je pense qu'on devrait instaurer plus de choses, ou en tout cas être beaucoup plus présent, plus dans la passivité. On vient proposer des structures, on vient proposer des accompagnements, mais on vient pas tendre la main. J'ai l'impression il manque cet aspect d'humanisation des structures-là, on dit: «Voilà, il y a des structures, il y a, des soutiens, il y a des lignes». Oui, mais il y a pas on sait qu'il y a tout ça, mais il y a pas d'humain derrière. On voit pas l'humain qui se alors que, par essence même, une séance, de thérapie, c'est humain. C'est la rencontre entre 2 humains et j'ai l'impression qu'on perd cet aspect-là, quand on donne ces solutions-là. Bah, il y a aussi, c'est qu'on peut accompagner la personne. C'est-à-dire que si on voit vraiment qu'il y a une nécessité vitale, psychique, pour, quelqu'un, d'être accompagné, peut-être qu'il faut aller voir la personne, ressource pour lui dire: «Mais voilà, je connais quelqu'un qui a besoin, comment on peut l'aider ensemble, quoi?» Ça m'est arrivé, hein, une jeune fille qui se scarifiait et elle ne voulait pas en parler alors que c'était déjà une patiente, hein, que j'avais. Ce sont ses amis qui m'ont interpellée. Par SMS, son meilleur ami qui m'a appelé, ouais, qui m'a envoyé un message par SMS alors que je le connaissais pas du tout. Il avait réussi à choper mon numéro de téléphone et qui m'a alertée. Et donc parce qu'elle, elle était incapable de pouvoir en parler, c'était trop fort en fait pour elle. Elle avait la trouille, hem et donc c'est lui qui m'a alertée là-dessus, et donc on a pu échanger toutes les 2. Très bien. On va passer à l'autre partie sur l'expérience du thérapeute et certains cas qui vous ont marqué. Comment on fait pour gérer le transfert et le contre-transfert, vis-à-vis des patients ou des proches? Alors, peut-être, expliquer ce que c'est que le transfert, le contre-transfert. J'ai peur de mal dire les choses, donc je laisse la professionnelle, définir. Le transfert, c'est ce qui appartient au patient vers le thérapeute et le contre-transfert, c'est ce qui est du thérapeute vers le patient. Et comment on fait pour lutter contre ça? Parce que forcément, Non, on lutte pas contre le transfert, contre-transfert. Pourquoi voulez-vous qu'on lutte? je me dis d'une certaine manière, bah, on a que l on va dire, je dis n'importe quoi, mais si le thérapeute, a passé une mauvaise journée, bah, qu'il passe pas ses nerfs sur le client, sur le patient. Ah oui, 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 mais ça, c'est pas contre-transférentiel ça. Ah, Mmh. alors, C'est événementiel, ah, c'est c'est pas événement. essentiel. Oui, le contre-transfert, par exemple, c'est si le patient, m'attaque, verbalement, D'accord. et voilà, sur ce qui se passe, dans la séance, et mon contre-transfert, ça va être, bah, lui aussi, je vais le tacler, quoi. Mmh, Mais non, c'est ça, c'est là où bah, non.
Voilà, s'il attaque, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a eu un mot peut-être de ma part qui a été interprété de telle ou telle manière, qui a résonné de telle ou telle manière. Bon, il est là mon contre-transfert en fait, il est là à travailler. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. C'est, on va dire plus «contrôler» entre guillemets son impulsivité, c'est plus ça ou pas du tout? L'impulsivité, alors c'est pas forcément les émotions, ça peut être aussi sa réaction verbale. Mmh. 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 Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un patient qui arrive avec, les Pokémon, il aime telle ou telle chose et le thérapeute aime pas, et il va pas lui dire: «Bah non, moi c'est cela qui te dit que» beh non, et justement il faut qu'il retienne ça. Ça fait partie du contre-transfert ça. Voilà, par exemple, moi je vous dis: «J'aime bien les pains au chocolat», vous dites: «Non, c'est chocolatine». Bah, je dirais, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, mais on dit chocolatine, mais c'est Du moment que vous preniez plaisir à le manger. bonne répartie, bonne répartie. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'un psychologue ou un thérapeute peut demander du soutien à un autre professionnel de santé, aussi bien un psychiatre ou un autre psychologue, quand il y a un patient qui, on va dire, difficile à gérer? Oui, il est même recommandé, hein, pour nous en tant que thérapeute, donc en tant que psychothérapeute, d'avoir, une supervision. Donc on a un de nos collègues, donc ça peut être un psychiatre ou ça peut être un autre psychologue qui nous supervise. C'est-à-dire que quand on est dans une impasse ou quand on est un peu perdu, ou justement où le patient nous amène des émotions qui n'appartiennent pas à la séance ou au patient, et ben, on va parler à un autre collègue. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ça ch Voilà, c'est quelque chose que nous payons. Ça nous est pas absolument pas offert. C'est recommandé, mais pas obligatoire, et pour autant, il faudrait pouvoir se connaître avant de pouvoir aider les autres, et c'est important. Et là, alors question un peu touchy, mais on va voir si c'est possible ou pas. Est-ce que certains patients vous ont marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens et si oui, comment? Alors, dans le bon sens, oui, il y en a. Alors, dans le bon sens, c'est-à-dire que je suis fière de ce qu'ils sont devenus, dans ce sens-là. Des patients qui étaient, avec des histoires de vie très marquées, très difficiles, qui auraient pu sombrer dans quelque chose de complètement différent s'ils n'avaient pas, engagé un accompagnement, une psychothérapie, parce que c'était vraiment une psychothérapie pour le coup, et il y a des noms, j'ai des noms encore, que je garde en mémoire. Et il y en a d'autres aussi dans le mauvais sens, parce que ça a réveillé chez moi des émotions que je ne voulais pas et que on dit il y a certains où je les ai mis à la porte de mon bureau pour aller gérer toute seule et rencontrer d'autres collègues, mais partir, en catimini, parce que ça a réveillé quelque chose chez moi et c'était insupportable. Mmh. D'accord. Ah oui, Mmh ça mh. se prend. Oui, 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 il y a des fois, j'étais plus jeune, hein, maintenant, voilà, plus vieille, j'ai plus. J'avais une question, ça me fait penser je sais pas si vous avez déjà vu le film Sixième Sens, dans une des scènes, il y a, Bruce Willis, donc qui joue le rôle d'un psychothérapeute qui a accompagné un enfant, qui Oui, aurait soi-disant des troubles d'après ses proches. Et une des scènes, c'est, dans laquelle il apparaît où il pleure, devant son patient. Et j'avais vu ce film en cours et notre prof nous avait dit qu'un psychologue, un psychothérapeute, heu, a interdiction, mais en tout cas, doit éviter de pleurer mmh, devant son mmh, patient. Est-ce que c'est une véritable règle? oui. Il y a une raison derrière tout ça? Est-ce qu'il faut se montrer impassible devant toute situation ou? Alors c'était comme ça auparavant, j'ai envie de dire, sur les anciens psychanalystes, lacaniens ou freudiens, il fallait surtout pas, il y avait l'interdit du toucher, donc le tabou, c'est-à-dire que si un patient pleurait, on n'avait surtout pas le droit de le toucher, de le réconforter, physiquement. On ne devait pas se laisser aller aussi à nos émotions, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on avait comme histoire à côté, on ne devait pas être ému de ça, c'est-à-dire, c'est la neutralité bienveillante. Hem, j'ai été un petit peu malmenée, par cela au début de ma carrière, donc Quelques années, ça fait quelques années. ça fait plus de 25 ans que je travaille de toute façon, ça c'est sûr. Ça fait plus de 25 ans, que je bosse dans ce domaine.
où au début, il fallait surtout pas, enfin voilà, c'était, interdit, faut pas être ému, va jusqu'au jour où j'ai été emportée. J'ai été emportée par une maman qui me racontait une histoire et pouf, voilà, ça m'a touchée et ça a été très bien accueilli, en fait, par le patient. Mmh. Ça a été bien accueilli parce que c'était, «Ah ben elle est aussi humaine, quoi». Mmh. Mmh. Et beh, oui, derrière, le psy, il y a aussi un humain et il y a des choses qui me touchent plus que d'autres, oui. Et maintenant je m'autorise à te dire que c'est touchant ce que j'entends. Mmh. Et que ça m'émeut. Je peux avoir les larmes aux yeux, alors je pleure pas, hein, j'ai jamais pleuré véritablement devant un patient, mais je peux être touchée, oui, à en avoir les larmes aux yeux, ouais. Mmh. Et est-ce que vous arrivez à différencier, on va dire, votre métier de votre vie personnelle, ou est-ce Ouais. que les 2 sont il y a des fois où on va dire l'un par osmose, arrive vers l'autre? Alors j'ai une sensibilité au quotidien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, que je vais voir des choses, je vais croiser, enfin oui, voilà, il y a des choses que je vais percevoir que les gens ne vont pas percevoir. Mais au quotidien avec mes 2 enfants, pas du tout, hein, je suis une maman et je suis absolument pas psychologue donc non, 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 je peux me fâcher avec mes enfants. Je me suis fâchée maintenant beaucoup moins, mais je me suis fâchée. Il y a des fois où même je me suis emportée alors qu'il y avait pas du tout à avoir à s'emporter. Enfin bon, oui, oui, non, mais il y a des choses que je j'ai pas gérées, hein, alors qu'en tant que psy, j'aurais pu donner des conseils, mais là, pas du tout. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que je suis humaine, je suis moi. Et quand on va dire la surcharge, on va dire, émotionnelle, votre surcharge émotionnelle est beaucoup trop forte, voilà, on va dire à longueur de semaine, de journée, donc beaucoup de patients viennent, vous, donner leurs ressentis, leur quotidien, leurs émotions. Est-ce qu'un psychologue va voir un autre psychologue pour en parler? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment c'est Oui, oui, on fait une analyse, hein. entre Mmh. vous, est-ce que ou c'est une sorte de cercle? Est-ce que l'un fait à l'autre, puis l'autre fait à l'un et vice versa? Non, 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 non. On choisit un thérapeute aussi, on choisit un psychothérapeute et on fait une analyse. Alors une analyse, on va parler de soi et sinon c'est de la supervision et là on part plutôt des patients. D'accord. Mais c'est mon thérapeute, voilà et Mais du coup, le secret médical. mais lui, il va aller voir un autre collègue, il va pas venir vers moi. Le secret médical et le secret est toujours gardé puisque c'est l'anonymat et la et m et mon thérapeute, donc mon psychothérapeute est aussi soumis au secret professionnel, donc il ne doit pas en parler. D'accord. Mmh. Les secrets qui qui nous emmèneront, Il y a jamais de nom de toute façon partagé. d'accord. Mmh. C'est ça en fait le secret, c'est qu'il y a jamais de nom. Oui, voilà, vous pouvez dire les histoires sans mettre le nom derrière. Oui, c'est ça. Mmh. J'ai un patient, voilà, ça Mmh. m'interroge là, 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 enfin, comment est-ce que je peux y voir un peu plus clair, Mmh mh. D'accord. Avant-dernière partie sur l'évolution des pratiques et les alternatives. Alors la première question, c'est avec la montée des consultations en ligne, est-ce que vous voyez une différence, dans l'efficacité d'une thérapie à distance par rapport à une thérapie, on va dire classique en présentiel? Non, pas du tout, c'est exactement la même C'est la chose. même chose? Ouais, bah, pour ma part, hein. Mmh. Mmh. Pour ma part, non, c'est exactement la même chose, oui. Mmh. Même si, on va dire, le patient est-ce que ça arrive plus souvent qu'en distanciel, les patients pleurent? Ça arrive pas plus souvent, c'est pareil. OK. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de réconforter quelqu'un qui pleure à distance, on peut lui tendre un mouchoir à travers l'écran? Non, mais je le dis, je le verbalise. Ouais. Je le verbalise. Ah. Mmh. Mmh. Et vous en pensez quoi du fait qu'on va dire cette tendance à développer ces consultations en ligne, c'est bien, pas bien, Moi, j'y suis favorable parce que ça permet aussi aux gens de pouvoir, comment? Prendre rendez-vous sur des moments où ils peuvent. Voilà, il y a aussi de ça, hein. Que ce soit le patient, que ce soit le psychothérapeute, i tous les 2 travaillent et tous les 2 ont des horaires de travail. Malheureusement, ça se rencontre pas à un moment puisque les horaires de l'un ne correspondent pas à l'horaire de l'autre. Donc avec la visio, il est possible de faire ça plus tard, le soir. Il est facile aussi de faire ça le week-end, enfin le samedi tout au plus, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mes collègues qui travaillent le dimanche. Mais ça permet une ouverture, en fait, ça permet une amplitude d'accueil beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que, bah, ça peut se faire aussi,
au domicile. Voilà, il y a pas le transport, il y a pas le déplacement. Quand on est, pour un patient qui, souffre de dépression, quand il est rentré chez lui, alors là, on va arriver sur la période d'hiver, mais quand il rentre chez lui à 18 heures et qu'il fait noir, pas forcément envie de sortir, et beh, là, il ouvre son ordinateur, il sait qu'il peut avoir son rendez-vous. Vous voyez? C'est beaucoup plus simple, je trouve. Ça permet une meilleure accessibilité en tous les cas. Et est-ce que ça permet aussi de plus facilement libérer la parole dans le sens où on est chez soi, on se sent bien, Oui, ça peut, oui, c'est aussi une variable, ouais. Mmh. on va dire, on n'a pas cette, impression d'être chez quelqu'un d'autre, de devoir, tout dévoiler après repartir, comme un voleur. Ah oui, aussi, oui, oui, c'est ça. Si vous devez changer, on va dire un dans le système éducatif, la part du traitement de la santé mentale, qu'est-ce que vous changeriez spécifiquement? Dans le milieu éducatif, dans le milieu pédagogique, vous voulez dire? Pédagogique, oui. Bah, qu'on retrouve un petit peu ces bureaux qu'il pouvait y avoir auparavant où une infirmière ou une assistante sociale pouvait être présente et elle faisait le recueil en fait, du mal-être. C'était peut-être de la bobologie, mais en tous les cas, ça pouvait être aussi, un espace où, les étudiants viennent parler. Là, il y en a quand même de moins en moins. Mmh. Mmh. Très bien, on va passer à la dernière partie sur les conseils et les perspectives. Quels conseils vous donneriez à des jeunes étudiants ou des jeunes étudiantes, même des jeunes actifs qui hésitent à consulter un thérapeute? Bon, bah, déjà, je lui demanderais à quel point il souffre. Voilà, tout simplement. Quelle est sa souffrance? Oh, s'il a pas besoin, c'est qu'il souffre pas assez. Voilà, c'est tout. Souffre pour s'il revient me voir. Mais c'est si c'est supportable, pourquoi pas? Donc on peut pas en faire une plainte pour le coup, mais si ça devient insupportable, c'est là où il faut y aller, je crois. C'est vraiment écouter ça. C'est, jusqu'où on est capable de supporter telle ou telle chose. Mmh. C'est comme une paire de chaussures qui n'est pas à la bonne pointure, si vous voulez. Si vous marchez 15 kilomètres avec et vous dites: «Ça va, mais j'ai mal aux pieds», à quel moment tu vas te décider à changer ta chaussure, en fait? Si tu changes pas, c'est que tu peux supporter, donc tu peux continuer. Mais voilà, si tu supportes plus, bah, mets les stratégies en place pour pouvoir, changer. Et ben, c'est la même chose pour un accompagnement. Faut mettre les stratégies en place à un moment donné. Très bien. Et dernière question, alors je la pose à tous mes invités, mais la plupart de mes invités sont des ex-étudiants, qui sont très, très jeunes actifs. Là, habituellement, je leur pose: «Qu'est-ce que vous diriez au vous d'il y a 10 ans?» Mais du coup, qu'est-ce que vous diriez au vous quand vous étiez étudiante? Si vous voyez le vous étudiante qui est là devant vous, qui vient d'avoir son master 2, qu'est-ce que vous lui diriez? Reste là-bas, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même vie, mais pas du tout, du tout. C'est incroyable en fait cette métamorphose, de tout ce qui est de l'institution, universitaire. Ce n'est pas du tout le même milieu, c'est pas du tout le même monde, enfin, moi j'y suis pas allée la boule au ventre, hein, mais jamais, hein, jamais, jamais, jamais. Mmh. Non. Il y avait pas autant de difficultés pour trouver des logements, il y avait pas autant de difficultés pour pouvoir être entendu, il y avait pas autant de c'est très compliqué. Actuellement, je pense que, les universités sont appauvries en accompagnement humain, en soutien humain, en tellement de choses, en fait, c'est impressionnant. Bah, ça tombe bien, il y a un poste de ministre de l'Éducation nationale qui vient de se libérer. Heu, Je vais peut-être y aller. peut-être, poser une candidature, un CV, je sais pas? Oui, non, je sais non, c'est pas mon domaine. C'est plutôt bien rémunéré, moi, j'ai entendu dire. Oui, il paraît, oui, c'est mieux rémunéré qu'un psychologue, ça c'est clair, hein. Il faut surtout pas croire, que, gagne des millions et des millions. Non, en étant psy aussi, hein, faut démystifier ça. Super, bah, on a fini la partie interview. On va passer sur la partie vrai-faux. Je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire si c'est plutôt vrai, plutôt faux. Les jeunes n'ont pas de problème de santé mentale, ce sont des problèmes d'adultes. Faux, Les troubles mentaux chez les jeunes sont juste une phase passagère. faux, La dépression chez les jeunes est simplement de la tristesse ou un manque de motivation. faux, Les maladies mentales sont de vraies maladies. vrai, Les enfants ne peuvent pas souffrir de maladies mentales comme la dépression. faux, Les troubles bipolaires sont juste des sautes d'humeur fréquentes. faux. Les problèmes de santé mentale ne se résolvent pas tout seuls avec le temps. Bah, non, c'est plutôt vrai, oui, ça se résorbe pas comme ça, ouais. Les jeunes ayant des troubles mentaux sont dangereux pour les autres. Faux,
Les addictions ne sont pas liées à des troubles mentaux, mais à un manque de volonté. Faux. Consulter un psychologue, c'est pour les fous. Faux. Demander de l'aide est un signe de force. De... Vrai. Parler à un ami est aussi efficace qu'une thérapie professionnelle. Faux. Les consultations chez les psychologues coûtent toujours très cher. Faux. Une thérapie dure forcément plusieurs années. Faux. Résoudre ses problèmes en parlant est utile. Vrai. Le psychologue doit avoir vécu les mêmes expériences que ses patients pour les comprendre. Faux. Les psychothérapies ne sont pas efficaces, c'est juste du placebo. Faux. On peut changer grâce à une thérapie, des gens ne restent pas comme ils sont. Vrai. Une thérapie ne fonctionne que si l'on croit en elle. Vrai. La seule solution aux maladies mentales, ce sont les médicaments et l'hospitalisation. Faux. Une thérapie est uniquement destinée aux personnes ayant des troubles graves. Faux. Les psychologues ne font pas qu'écouter sans rien dire ni intervenir. Bah, c'est vrai. Oui, on fait pas que ça. Mmh. Le psychologue peut résoudre tous vos problèmes en quelques séances seulement. Faux. Aller voir un psy signifie que vous êtes incapable de gérer votre vie seul. Faux. Les jeunes qui consultent un psy le font uniquement parce qu'ils sont influencés par leurs parents ou leurs amis. Faux. Une fois que vous avez commencé une thérapie, vous n'êtes pas forcément dépendant d'un psychologue pour toujours. C'est vrai. Il est pas dépendant. Parfait, bah, nous avons terminé ce vrai faux. Merci d'avoir un petit peu exprimé vos opinions en quelque sorte là-dessus. Et on va passer à la dernière partie sur la réaction à l'actu. Du coup, je vous ai envoyé un petit article qui trace un lien entre la chute, la détérioration de la santé mentale chez les jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux de manière générale. Ah! Et il y a un baromètre en 2024 de Dailymotion qui montre que 32% des 18-24 ans déclarent ne pas se sentir bien mentalement. Et il y en a 65% d'entre eux qui ont été confrontés à de la violence en ligne, à du harcèlement et à d'autres, on va dire, à d'autres faits, on va dire, méchants méchants, qui se précisent en ligne, notamment dû à, voilà, à leur orientation sexuelle, apparence physique, L'agressivité, ouais. et voilà exactement, à l'opinion politique et malgré ça, il y a quand même des jeunes qui continuent à rester en ligne, sur les réseaux sociaux, à pas pouvoir s'en détacher, malgré les conséquences comme, voilà, la fatigue, le manque de sommeil, même les troubles du sommeil et l'anxiété. Heu, Moi, je voulais avoir un petit peu votre ressenti là-dessus. C'est vrai que depuis l'avènement, des réseaux sociaux dans notre vie et même, le fait que tout le monde puisse se lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit accessible maintenant à des jeunes de 13 ans. Maintenant, ils veulent faire 15 ans, pour TikTok. Comment vous, vous l'avez perçu? Surtout que, depuis votre carrière, vous avez pu voir, l'avènement des réseaux sociaux, les conséquences pour la durée. C'est catastrophique. Qu'est-ce que c'est, votre sentiment là-dessus en tant que professionnel de la santé? C'est une catastrophe, en fait. Mmh. Ça vient, ça vient appuyer alors i les gens, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont effectivement en recherche de l'identité, de leur, oui, identité sexuelle, identité, narcissique, personnelle, enfin très subjectivement, en fait. Et ils s'exposent. Auparavant, il y avait pas, en fait, ces toiles d'exposition. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait pas. Et là, maintenant, ils vont chercher l'assentiment dans le regard des autres, que l'on a toujours fait, hein. On a toujours essayé de trouver en l'autre quelque chose qui venait nous valider. Mais on le faisait par la mode, on le faisait par le goût du cinéma, par, l'identification. Auparavant, on retrouvait bien un groupe d'adolescents similaires parce qu'ils s'identifiaient vestimentairement. Les punks, les gothiques, enfin voilà, ils s'identifiaient comme ça. Mais maintenant, c'est ouvert, voilà, c'est la grande avenue. La grande avenue et tout le monde se montre à tout le monde et malheureusement, quand on fait ça, on peut aussi avoir des retours de bâton et ça, il faut s'y attendre. On n'est pas dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil et tout le monde est enfin voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes qui ont besoin de se montrer, c'est pas péjoratif, hein, quand je le dis, hein, vraiment. C'est quand ils ont besoin, d'être sécurisés dans ce qu'ils veulent ou d'être sécurisés dans ce qu'ils ont envie de devenir, de ne pas le montrer sur les réseaux sociaux. Un minimum, en tous les cas. De montrer aux gens en qui ils ont confiance parce qu'ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, en fait. Et donc là, il y a de l'agressivité et comme c'est pas en visuel et comme c'est pas en direct et ben, c'est bien plus facile de se décharger. Mmh. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi cette part, où il faut faire fi
mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est très compliqué, Mais oui, heu, ils le ils le prennent pour eux, alors que la les gens ne connaissent absolument pas leur vie et ça m'amène plus sur, cette tendance aussi à, sur les réseaux sociaux à, comment dire? À s'auto-diagnostiquer comme on disait au tout début et à vouloir se coller une étiquette, c'est vrai qu'avant, avoir, un trouble ou, et que je enfin, une maladie mentale non, mais un trouble en tout cas, c'était assez mal vu, très, très connoté négativement dans la société et c'est vrai que depuis l'avènement des réseaux sociaux, ou en tout cas depuis un certain temps, c'est devenu à la mode, d'avoir, oui, il y a des modes, hein. le Mmh. VIH, HPI, C'est ça, tout ça qui vient. HPE, Voilà, il y a tout qui arrive et j'ai l'impression que TSA, enfin oui, non, mais il y a des phénomènes de mode effectivement. et Mais on oublie, de par ça, si on oublie la vie du patient, en fait, on oublie la vie de la personne et c'est ça le truc. C'est que les gens sont vite catalogués sur ce qu'ils leur donnent, c'est des one shot en fait, sur ce qu'ils montrent et ils sont catalogués sur juste un fait, c'est tout et pas sur une globalité. ouais, c'est ça. On prend le fait, mais on remet pas dans son contexte. Non, pas du tout, ben non, parce que les gens ne connaissent pas sur les réseaux sociaux de toute façon. Ils vont pas chercher. Hein, point. Non, non, c'est, pour beaucoup, c'est juste, on appelle ça une souris pour un chat, hein. Une souris pour un chat? Ah, je Mmh. connaissais pas. Bah, oui, quand vous ouvrez, bah, c'est enfin, La boîte de Pandore. que ce soit un jeune garçon ou une jeune femme, si elle ouvre un truc, forcément, il va y avoir un chat de l'autre côté qui va venir griffer, qui va venir attaquer, qui va jouer, en fait, avec ce qui est dit et la personne, elle va essayer de se défendre et d'essayer de faire comprendre et cetera et c'est là l'engrenage, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir se dire: «Stop». Mais les jeunes gens ne sont pas suffisamment, comment je pourrais dire? Outillés pour pouvoir, combattre contre ça. Je dis pas qu'il faut interdire les réseaux sociaux parce que ça fait partie maintenant de la vie, voilà, ça fait partie aussi de l'adolescence. Enfin bon, c'est dans leur façon de fonctionner. Mais attention, je pense qu'on a aussi nous, je dis nous en tant que parents, on a un rôle de prévention auprès des enfants, à avoir par rapport aux réseaux, véritablement. Et surtout, ne jamais prendre pour vérité ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, je tiens à vous le dire. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, là, ici, on essaie le maximum de sourcer, j'essaie Mmh. d'inviter des étudiants à avoir des ressentis de parcours et Oui. avec quelquefois des conseils, assez généraux, mais pas dire: «Il Mmh. faut faire ça, il faut faire ça». Le justement, le but, de ce podcast, c'est de faire découvrir, aux étudiants, d'autres facettes de la vie étudiante, extrascolaire, ou même scolairement parlant, pédagogiquement parlant, d'autres voies, qu'il n'y en a pas qu'une seule. Mais c'est vrai que même moi, il faut pas toujours me prendre au mot près. Je pense qu'il y a je suis pas, je suis aussi soumis à l'erreur, donc je suis Comme nous tous. mais après voilà, il faut essayer d'arriver à faire la part des choses, je pense même aussi bien quand on crée du contenu que quand on vient commenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, c'est trop facile de critiquer». Bah, oui, mais si on critique si on fait en fait, il y a critiquer et pas calmer, mais agressif, quoi. Alors, il y a de la critique qui peut être constructive. On peut amener effectivement, une autre façon de regarder les choses, une autre façon de penser et donc là, c'est quelque chose qui va se construire. On n'a pas tous le même avis sur la même chose, en fait. Mais après, c'est quand ça devient, insultant, Voilà. menaçant, heu, dégradant, beh, là, c'est de l'agressivité gratuite. Donc il faut tout de suite arrêter ça et c'est même pas la peine d'essayer de chercher à convaincre celui qui est dans l'agressivité. Ça ne fonctionne pas. C'est un moment, il faut dire: «Bon, stop quoi, enfin et s'assurer. Enfin, je crois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui manquent d'assurance, dans le sens où de, de base solide à l'intérieur d'eux, de dire: «Je sais ce que je vaux et je sais ce que je sais». Voilà, Mmh, c'est pas, c'est en ça, en fait. Il faut vraiment, travailler ça. mmh, très bien. Oui, c'est vrai que, ouais, peut-être pas un conseil, mais en tout cas une piste, de réflexion, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin du regard des autres, ou est-ce qu'on devrait vraiment agir en fonction de ce qu'attendent les autres, de nous? Moi, c'est pas moi, je suis
le type de personne que j'arrive pas trop à changer, enfin, je changerai pas pour des gens que je ne connais pas, quoi. Vous avez bien raison. Personne vous demande de changer quand même. Mmh. Ah, il y a des gens, c'est des fois ne ça pas c'est pas toujours le cas, mais c'est des fois. Bah, oui, mais non, ça, je crois qu'il faut s'assurer. Faut se c'est vraiment ça, c'est s'assurer. Mmh, mmh, mmh. Très bien, alors c'est sur ces belles paroles qu'on va finir cette interview. Merci d'avoir, accepté, vo ma Merci à vous. merci d'avoir un petit peu décrypté, de nous avoir, parlé de votre profession, de ce que c'est que la psychothérapie, la thérapie en général, de nous avoir démystifié, cet aspect-là et de nous avoir pas encouragé, mais montré aussi cette facette de la thérapie que beaucoup d'étudiants, je pense, ignorent. D'avoir donné aussi de nombreux conseils, je pense qu'ils peuvent être utiles à tous les auditeurs. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot? Non, ça va. Juste envie de dire, soyez vous-même et puis écoutez-vous. Mmh. Très bien. Eh bien, à tous les auditeurs, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, c'est important. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Aurélie Lecuitier et Rocha pour After School. À plus! Au revoir.